Merci Samuel Etienne, vous avez presque tout dit. Merci à vous d'être notre invité ce matin, professeur Arnaud Fontanet. Bonjour. Vous êtes également membre du Conservatoire national des arts et métiers et vous êtes membre du conseil scientifique qui oriente les décisions du gouvernement. On l'entend ce matin dans nos éditions, un certain nombre de clusters, de foyers de contamination ont ressurgi ces derniers jours en France. Est-ce le signe que l'on assiste à la deuxième vague tant redoutée ou il est encore trop tôt pour trancher ? Alors, je pense qu'il est encore trop tôt pour trancher. Ce que nous disent ces nouveaux clusters, c'est, si je veux regarder le bon côté des choses, qu'on est maintenant à nouveau en capacité d'identifier des nouveaux foyers d'infection. Ça tient au fait que le nombre de cas sur le territoire français a beaucoup diminué pendant la période de confinement et que ces foyers qui avant étaient complètement noyés dans des milliers de cas qui survenaient chaque jour sur le territoire français redeviennent visibles maintenant que la circulation du virus a beaucoup diminué et puis que les systèmes de surveillance se sont renforcés pendant la période de confinement où on a pu resserrer un petit peu les troupes. Alors après, ça se traduit quand même aussi le fait que quand des conditions que l'on connaît maintenant, de distance physique, de gestes barrières, etc., ne sont pas respectées, eh bien le virus il est toujours présent et il peut évidemment faire redémarrer des foyers. On n'en est pas encore à ce qu'on appellerait une deuxième vague, qui serait une circulation très vaste du virus sur le territoire français. Alors précisément, Arnaud Fontanet, à partir de quel moment pourra-t-on dire que l'épidémie décline pour de bon ou au contraire qu'elle est en train de repartir ? Est-ce qu'on aura des éléments dans les prochains jours ? Il faut attendre encore combien de temps en fait pour le savoir ? Alors, on a des systèmes de surveillance qui sont en place, qui sont ceux qu'on a utilisés pendant toute la période du confinement, qui sont le nombre, par exemple, de personnes qui vont consulter aux urgences pour une symptomatologie évocatrice de Covid-19, les nombres de nouveaux admis à l'hôpital ou en réanimation pour Covid-19 chaque jour. Va se rajouter prochainement le nombre de tests réalisés pour suspicion de Covid-19 et surtout le nombre de tests positifs, puisqu'on a mis en place sur le territoire français des capacités pour tester jusqu'à 100 000 personnes par jour. Et évidemment, ces informations, quand elles vont être centralisées, et c'est en train de se faire, vont nous apporter une vision beaucoup plus précise et fine de la circulation du virus sur le territoire français. Et ça va être un nouvel indicateur qui va être disponible prochainement, qui sera extrêmement informatif sur l'évolution de l'épidémie. Mais il faudra attendre quelques jours pour que cet indicateur se stabilise. Au début, d'ailleurs, on s'attend à ce que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués augmente, puisque quand le système se met en place, eh bien, des informations vont remonter. Et donc, on va voir augmenter ces cas. Il faut attendre, à mon avis, une bonne semaine pour voir ce niveau se stabiliser et qu'on sache effectivement à peu près à quel nombre de nouvelles infections par jour on fait face sur le territoire français. Une bonne semaine donc pour être fixée. Est-ce que les exemples des autres pays qui sont sortis du confinement un peu avant nous sont de nature plutôt à nous rassurer ou à nous inquiéter, professeur Fontanet ? Je pense que les autres pays connaissent la même situation que nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de détecter des clusters et on en entend parler à peu près partout. Maintenant, aucun pays, à ma connaissance, n'a vraiment vécu un redémarrage profond qui laisserait entendre qu'une nouvelle vague est en cours. Il faut se méfier parce qu'il y a une véritable inertie dans la dynamique de cette épidémie, et même si le virus se remettait à circuler activement avant que ça devienne détectable, là aussi, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines. Donc, surveillons nos indicateurs de façon très attentive. Décidons pas trop rapidement de est-ce qu'on est en baisse, à la stabilité ou en augmentation. En revanche, restons très vigilants dans cette période un peu d'incertitude avec tous les gestes barrières et les mesures de distance physique qu'on connaît bien maintenant. Vous parliez des tests il y a quelques instants. Les 700 000 tests hebdomadaires promis par le gouvernement à partir du 11 mai semblent n'être que partiellement au rendez-vous. Est-ce que la solution, ce ne serait pas d'avoir pour objectif, d'avoir pour principe en tout cas, de tester tout le monde, y compris les personnes asymptomatiques, ce sont les scientifiques qui le disent, près de la moitié des cas de Covid sont asymptomatiques. Est-ce que de ce fait, il n'y a pas aujourd'hui, le risque n'est pas là le risque essentiel n'est pas là pour le redémarrage de l'épidémie ? Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas tester tout le monde, parce qu'on est 67 millions sur le territoire français. Ce principe. Voilà, on ne peut pas donc tester tout le monde puisqu'on est trop nombreux et qu'il faudrait répéter toutes les semaines ces tests parce que ça ne vous donne qu'un instantané sur la circulation du virus. Vous savez que quand vous êtes infecté vous-même, vous allez porter le virus pendant une semaine à peu près. Donc on ne peut pas répéter à l'infini sur une population aussi large. Donc aujourd'hui, je pense que le principe, il est simple. Il y a les personnes qui ont des symptômes évocateurs de maladies respiratoires qui doivent aller se faire tester. Ils doivent contacter leur généraliste ou appeler le 15 s'ils ont ces symptômes évocateurs et ils seront dirigés vers les plateformes de diagnostic.
Et puis, il y a sinon des situations particulières qui sont des espaces volontiers confinés où on sait que le virus circule. Je pense surtout aux EHPAD, par exemple, ou aux institutions avec des publics fragiles qui sont, eux, donc confinés. Et là, je crois qu'effectivement, des dépistages systématiques et répétés sont importants parce qu'on sait que le virus peut y circuler, y compris sous cette forme asymptomatique. Et par exemple, professeur Fontanet, dans les abattoirs, puisqu'on a vu malheureusement un certain nombre de cas se déclarer dans au moins 2 abattoirs français, dans ce type d'endroit ou dans des grands magasins où il y a une certaine promiscuité, est-ce que là aussi, il ne faudrait pas lancer des politiques de tests généralisées et massives pour tout le personnel au moins? Alors effectivement, la situation des abattoirs est typique de ce que l'on peut attendre dans... alors, je pense qu'il faudra qu'on comprenne un petit peu mieux dans quelles circonstances les transmissions ont eu lieu. Mais pour moi, je vois effectivement 2 schémas possibles. Il y en a un où, sur le lieu de travail même, parce que les distances physiques sont difficiles à respecter, eh bien, il y a un risque de transmission. Et aussi parce qu'on est en espace confiné, quand même, on se rend compte de plus en plus que le manque d'aération, etc., peut jouer un rôle dans la transmission du Covid. Et puis, il y a aussi les circonstances dans lesquelles vivent les personnes qui travaillent dans ces abattoirs. Si elles sont sur des logements où la promiscuité est importante, etc., et que les mesures de contrôle ne sont pas respectées de la même façon qu'elles peuvent l'être dans les abattoirs où elles sont finalement mises en place par la direction de l'abattoir, par exemple, mais que quand les gens sont revenus le soir chez eux, s'ils sont nombreux dans un logement réduit, eh bien là, la transmission peut avoir lieu. Donc, je crois qu'il faut qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça se passe. Et dans ce type d'environnement, oui, des contrôles systématiques peuvent être nécessaires, parce que ce qui est curieux dans l'histoire des abattoirs, c'est que finalement, ce n'est pas nécessairement par des cas sévères qu'on a entendu parler de cette circulation du virus. Hein. C'est peut-être des populations un peu plus jeunes qui n'ont pas fait de manifestations cliniques franches, mais c'est quand on va systématiquement dépister dans les abattoirs qu'on se rend compte qu'il y a une circulation du virus plus importante que ce qu'on imaginait. La saisonnalité de l'épidémie, la saisonnalité du virus, est-ce que c'est toujours une hypothèse ou ça semble se vérifier dans les faits? Est-ce qu'avec les beaux jours, comme on le disait au début, eh bien l'épidémie risque de s'arrêter d'elle-même? Alors la saisonnalité, c'est une hypothèse. Pour la vérifier, il faudra vraiment attendre qu'on soit au milieu de l'été et même après pour se faire une opinion. Elle est évoquée pourquoi? Parce qu'il y a des pays chauds qui ont connu des épidémies moins sévères que d'autres pays. Je pense notamment à la Thaïlande et au Cambodge, par exemple, qui ont, pour la Thaïlande, été le 2e pays ayant reçu des cas, ou du moins connu des cas, puisque la Chine était le premier, et c'est les premières exportations ont eu lieu vers la Thaïlande, et où pourtant ils n'ont pas connu d'épidémie majeure, alors que, une fois de plus, les foyers étaient présents. Le mois de mars était le mois le plus chaud. Il y a aussi une humidité ambiante importante dans les pays d'Asie du Sud-Est qui peut avoir contribué au frein de l'épidémie. Mais pour savoir si ça va se manifester sur le territoire français, par exemple, il faudra attendre plus de temps. Et on sait, par rapport aux autres pandémies grippales notamment, hein, donc des pandémies à autres virus respiratoires, que quand vous n'avez que très peu d'immunité collective, ce qui est le cas pour la France, hein, à peu près 5% de la population a été infectée, le premier été, même si le virus doit acquérir un rythme saisonnier par la suite, le premier été est quand même un été où le virus circule. Est-ce que dans tous les cas, professeur Arnaud Fontanet, l'épidémie a des chances importantes, comme le disent beaucoup de scientifiques, de revenir après l'été et, comme pour d'autres épidémies dans l'histoire, de connaître une deuxième vague qui serait plus forte, plus violente que la première encore? Alors aujourd'hui, il n'y a aucun argument rationnel pour dire que le virus ne reviendrait pas. Pourquoi? Parce que seulement 5% de la population a été immunisée, alors qu'il faudrait que les 2 tiers de la population soient immunisés pour que l'épidémie s'arrête d'elle-même. Donc on est très loin de ce niveau-là. Ensuite, que le virus va continuer à circuler. Si ce n'est pas en France, il sera présent dans d'autres pays. Et on ne peut pas empêcher les échanges entre pays. Donc il y aura à nouveau des expositions sur le territoire français, même si la circulation du virus a beaucoup diminué au cours de l'été. Et parce que, par exemple, les mesures de distance physique et les mesures barrières ont bien été respectées en France. Mais à partir du moment où vous relâcherez la pression sur le virus, dans la mesure où la population n'a pas été immunisée à l'issue de la première vague ou très peu immunisée, on peut s'attendre à une deuxième vague. Et c'est ce qu'on a vu avec toutes les pandémies grippales sur le siècle dernier. Le nombre de morts reste considérable. 483 nouveaux décès annoncés hier soir, dont une immense majorité dans les EHPAD. Est-ce le signe qu'on ne sait pas davantage guérir la maladie du Covid-19 qu'on ne le faisait il y a 3 mois? Ça veut dire que les traitements n'ont pas fondamentalement progressé, professeur Fontanet? Alors sur les traitements, les progrès sont lents. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on a quelques signes d'espoir auprès de molécules comme le remdesivir par exemple, qui diminue la durée d'hospitalisation, mais que pour l'instant n'a pas eu un impact
franc sur la mortalité. Il y a des essais en cours, comme vous le savez. S'il y avait eu des résultats spectaculaires, on le saurait aujourd'hui parce que ce qu'on appelle les Data Safety and Monitoring Board, les comités de surveillance de ces essais, auraient interrompu les essais s'ils avaient vu qu'il y avait des résultats spectaculaires pour pouvoir faire bénéficier à tout le monde des nouveaux traitements qui seraient efficaces. Donc voilà, on est dans des progrès à petits pas et effectivement, ça se traduit par la mortalité que vous signalez. Alors il faut distinguer la mortalité qu'on observe à l'hôpital et puis celle des EHPAD. Malheureusement, comme vous le savez, les populations des EHPAD sont des personnes âgées qui sont les plus vulnérables par rapport à cette infection. Et là, effectivement, c'est pour ça que la surveillance dans les EHPAD est extrêmement importante, qu'il faut être très strict pour empêcher le virus de rentrer dans les EHPAD, parce qu'avec des personnes âgées, les risques de mortalité sont très élevés. Professeur Fontanet, une dernière question qui n'est pas uniquement médicale, elle concerne aussi la vie des Français. Vous êtes membre du conseil scientifique, je le disais, et ce conseil scientifique va rendre un avis très attendu sur la tenue des élections municipales. Beaucoup de voix plaident pour qu'elles aient lieu avant l'été. On se souvient que c'est le conseil scientifique qui avait incité Emmanuel Macron à maintenir le premier tour le 15 mars. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut faire aussi le déconfinement démocratique, comme le disent certains élus, et voter Alors, au plus vite possible? D'accord, nous allons rendre notre avis, je pense, aujourd'hui ou demain sur la tenue donc, du deuxième tour. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui. Cet avis va être remis au gouvernement qui le rendra public. Tous nos avis ont vocation à être rendus publics. Je voudrais juste corriger ce que vous avez dit sur le premier tour, puisque là encore, nous avions donné un avis. Nous n'avions pas dit que les élections devaient avoir lieu ou non, pas du tout. Nous avions dit évaluer, si vous voulez, le risque que représentaient les élections si elles devaient être tenues. On parlait là juste du processus qui conduisait les électeurs à aller voter dans les bureaux de vote. Et notre avis, et tout le monde peut le lire puisqu'il a été posté, était si les élections devaient avoir lieu, alors elles pourraient se passer dans ce type de conditions. Et voilà quelle est notre estimation du risque auquel seraient exposés les électeurs, etc. Donc je pense que c'est très important que le public comprenne que nous, en tant que conseil scientifique, on donne des avis, mais que les décisions, elles sont prises par les politiques. Et c'est très important que ces rôles soient séparés. Vous voyez, nos avis sont des avis sanitaires et le politique lui décide en prenant en compte beaucoup d'autres considérations qui, par exemple, pour les élections, sont le respect de la vie démocratique.